La position d'un grand témoin dans ce genre de conférence est une position extrêmement confortable, parce que les conférenciers confèrent et le grand témoin témoigne, c'est-à-dire qu'il a le droit de dire à peu près tout ce qu'il veut. Alors, évidemment, je ne vais pas du tout ni reprendre, ni commenter, ni prétendre ajouter quoi que ce soit à ce que Céline et Antoine ont pu vous dire sur ce sujet vaste, inépuisable, sur lequel on pourrait passer des heures. Il faut toujours se cantonner dans son champ de compétences. Et le mien, ici, ce soir, c'est celui de l'histoire des rituels et des pratiques et des idées qui ont existé dans la franc-maçonnerie depuis qu'elle est apparue sur la surface de la Terre. Je voudrais simplement, après tout ce qui vient de nous être dit sur la table d'émeraude et l'hermétisme dont, d'une certaine manière, ce texte est devenu une sorte de symbole, je voudrais tenter de répondre à la question suivante. Mais au fond, quelle place l'hermétisme dont la table d'émeraude est un symbole littéraire très fort, quelle place est-ce que cela occupe dans l'histoire de la maçonnerie depuis ses origines jusqu'à nos jours? Vous allez voir, en 3 heures, nous allons y arriver. Moi, je voudrais me livrer ici, comme un grand témoin qui n'est pas très sage, je voudrais me livrer à une provocation. L'hermétisme, depuis ses origines, a occupé dans la franc-maçonnerie une place marginale. Alors, je vais essayer de donner quelques pistes et en vous demandant de bien comprendre que c'est pour susciter le débat que je présente une thèse un peu extrême. Quand on regarde les plus anciens rituels maçonniques connus, qui sont des rituels il y a plusieurs manuscrits écossais de 1696 à 1715, ils sont d'ailleurs assez courts, aucune allusion hermétique. Donc l'hermétisme n'est pas fondateur de la franc-maçonnerie spéculative. C'est que ce cabinet de réflexion, il n'a jamais existé et il n'existe toujours pas dans la maçonnerie anglo-saxonne qui, excusez du peu, représente 95% de la maçonnerie mondiale. L'épreuve des éléments, c'est 2. C'est l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau. Il n'y a pas d'épreuve de la terre, il n'y a pas d'épreuve de l'air. Et ça n'a rien d'alchimique. Et les textes sont limpides. L'épreuve de l'eau, c'est pour référer au baptême de Jean. L'épreuve du feu, c'est pour référer au baptême du feu ou de l'esprit, qui est le deuxième baptême annoncé par le Christ, parce qu'il s'agit d'une maçonnerie chrétienne qui structure l'aventure initiatique autour des 2 baptêmes, celui annoncé par Jean et celui annoncé par le Christ. Alors l'épreuve des 4 éléments, elle arrive après, elle arrive au début du XIXe siècle, dans un contexte qui est tout à fait différent et précisément à un moment où cette inspiration chrétienne des rituels commence à disparaître. Et inutile de citer le grade de Rose-Croix qui n'a strictement rien d'alchimique et qui est devenu alchimique beaucoup plus tard lorsqu'on a décidé qu'il ne serait plus chrétien, ce qui, pour le grade de Rose-Croix, est quand même assez acrobatique. À la fin du XIXe siècle en France, le mot hermétisme n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait entendre par là au XVIe siècle ou quand on réfère à la table d'émeraude. Qu'est-ce que c'est que cet hermétisme, ou qui se qualifie-t-elle à la fin du XIXe siècle? Mais c'est ce qu'en fait on doit appeler l'occultisme. Alors, moi j'ai beaucoup de respect pour la belle prose classique d'Oswald Wirth, j'ai beaucoup de respect pour la vision morale très élevée qu'il a contribué à donner de la franc-maçonnerie en son temps. Mais ce que Oswald Wirth appelle l'hermétisme n'a pas grand rapport avec l'hermétisme des origines. Mais c'est cette pensée-là qualifiée d'hermétique qui va infuser la franc-maçonnerie française. J'ai essayé là de tirer un peu dans tous les coins pour montrer que les idées toutes faites, que les théories qu'on croit simples et acceptables, en fait, doivent être très souvent reconsidérées à la lumière des données de l'histoire et pas simplement d'une sorte de synthèse intellectuelle a priori. Mais moi, j'en déduis finalement, si je résume tout ce que j'ai évoqué, il reste une chose. La franc-maçonnerie française, depuis la fin du XIXe siècle, a une singularité par rapport à l'ensemble de la maçonnerie du monde, dans laquelle elle occupe une place très minoritaire, simplement pour des raisons numériques, d'effectifs. Cette singularité, c'est que
elle fait droit dans ses rituels, dans son état d'esprit, dans ses commentaires sur la franc-maçonnerie, elle fait droit à ce qu'elle appelle, ou à ce que certains auteurs maçonniques appellent l'hermétisme, et dont, encore une fois, on doit souligner que c'est sans rapport avec l'hermétisme des origines. Mais pourquoi ? Quelle est la raison de la fortune particulière de ce type de pensée dans la franc-maçonnerie en France depuis la fin du XIXe siècle ? Eh bien, je crois que c'est toute la problématique contemporaine de la franc-maçonnerie en France. C'est parce que, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais qui ont à voir avec l'histoire politique, sociale, religieuse, intellectuelle, philosophique de la France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette franc-maçonnerie a eu un énorme problème avec ses sources religieuses. Et il a bien fallu substituer aux références religieuses fondatrices d'autres références dans le cadre de l'initiation, c'est-à-dire dans le cadre de ce processus qui dit que quand on fait un certain travail, qui est le travail initiatique, on ne fait pas que faire un travail intellectuel, on fait un travail qui vous transforme. Pour reprendre la belle définition de Mircea Eliade, c'est une mutation ontologique du régime existentiel. Voilà. Quand je lis un livre, et quand j'effectue une démarche initiatique, je me transforme du fait de... Eh bien, dans ce contexte-là, et du fait de l'abandon par la maçonnerie française, dans sa très grande majorité à la fin du XIXe siècle, des bases religieuses qui constituaient son ossature et sa cohérence spirituelle auparavant, il a fallu remplacer ça par autre chose. Et ce qu'on appelle depuis lors l'hermétisme, et qui est une pensée extrêmement complexe. Alors, oui, quand on dit complexe, on peut dire incohérente. Et puis ça, c'est le côté négatif. Puis le côté positif, c'est dire non, c'est complexe. Ça veut dire, ça paraît incohérent, mais c'est simplement parce que c'est très compliqué et très riche. Et je pense, ça se termine sur cette question-là, que nous devons réfléchir sur les circonstances historiques qui ont fait que la maçonnerie française a cette particularité-là. Et cette particularité, elle est partagée aussi bien par ce qu'il est convenu d'appeler la maçonnerie sociétale, qui souvent, et je sais très bien que ce que je vais dire pourrait laisser incrédule et peut-être même heurter certaines consciences maçonniques françaises, mais mon but n'est pas de le faire, c'est de proposer une idée à laquelle on adhère ou pas. Dans cette maçonnerie sociétale, souvent la maçonnerie, depuis la fin du XIXe siècle, est vécue à l'insu même de ses adeptes comme une religion de substitution, à laquelle il faut donner un code moral, un système d'identification, un rituel et des symboles. Et cette espèce de magma qu'on appelle l'hermétisme lui en a fourni l'essentiel. Mais s'agissant de la maçonnerie qui n'est pas la maçonnerie sociétale, mais qui va se définir comme une maçonnerie spirituelle ou traditionnelle, en sachant que naturellement il y a tous les intermédiaires sur l'éventail, le problème est un peu le même, parce que, et là c'est le contre-modèle de la maçonnerie dans le milieu anglo-saxon, dans le monde anglo-saxon, la maçonnerie a gardé des bases religieuses dans une société qui est régie par les mêmes bases religieuses et avec lesquelles elle est en harmonie complète. Alors que même une maçonnerie qui se veut spirituelle ou traditionnelle, en France, vit dans un pays dont la tradition religieuse fondatrice, même si elle est aujourd'hui évidemment très affaiblie, mais elle a profondément marqué les consciences, c'est-à-dire la tradition catholique, est de fondation résolument hostile à la franc-maçonnerie. Ce qui fait que même cette franc-maçonnerie traditionnelle et spirituelle a dû trouver sa place dans un contexte religieux qui, malgré tout, lui est hostile. C'est pour ça que finalement, ces deux courants-là, qu'on peut opposer, se sont servis dans cette masse indivise qu'est le néo-hermétisme, l'hermétisme final de la fin du XIXe siècle. C'est simplement la démonstration, au fond c'est son drame, mais pour nous c'est ce qui la rend passionnante, c'est ce qui fait que la franc-maçonnerie, en particulier en France, est passionnante parce qu'elle est complexe. Et naturellement, pardonnez-moi cette la palissade finale, ce qui est complexe, c'est pas facile à gérer. Merci.
Ce qui est simple est comme ce qui est complexe est comme ce qui est simple. Et bon, j'espère que vous savez où vous en êtes. Moi, j'ai vécu, comment dire, des montagnes russes. D'ailleurs, depuis le début, lorsque finalement notre première rencontre nous a permis de déterminer ce thème, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Bon, on se disait qu'il y avait des choses à dire, certainement de part et d'autre, qui seraient différentes. Mais en fait, en parlant autour de moi, je disais, bah bon, ce qui est en bas, ce qui est en haut, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter? Bon. Ensuite, on a entendu Céline. Et on s'est dit, mais de quoi n'a-t-elle pas parlé? Ensuite, on a entendu Antoine, qui nous a promenés à travers l'histoire, on pourrait dire, de la pensée philosophique primitive, non pas, je dis primitive, non pas du tout au sens historique, je veux dire au sens de l'essentiel. Et enfin, nous avons compris que nous avions perdu notre temps pendant 1 heure, puisque finalement, notre cher Roger nous a dit, mais non, mais vous savez, tout ça, c'est juste un substitut parce qu'il y a eu des fâcheries entre la franc-maçonnerie et les religions, et donc il a fallu trouver quelque chose, mais tout ça est très discutable. Voilà. Alors, quelle provocation, mon cher Roger. Mais je vous assure, c'était Roger est le seul auteur du guet-apens. Nous n'y sommes pour rien. Nous attendions de lui qu'il soit un témoin, et comme il était le seul témoin, il en a profité pour voir sa vérité. Et on peut le comprendre, on peut essayer de lui pardonner. Voilà, Roger.